je ne vais pas vous résumer la situation actuelle de l'Europe, mais enfin, je crois qu'il n'est pas quand même complètement inutile de rappeler que ce qu'on appelle actuellement l'Europe n'a pas d'identité, n'a pas de politique extérieure commune et claire, n'a pas de frontières stables, parce que ça change tous les 6 mois, n'a pas une organisation institutionnelle lisible, et quand bien même on réussit à en avoir une certaine approche intellectuelle, on constate dans ces cas-là que cette organisation institutionnelle, en tout état de cause, n'est absolument pas démocratique. Si on veut résumer le problème essentiel de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas de souveraineté. L'Europe est un nain politique, je crois que l'expression est de l'analyste Paul Kennedy, dans un livre de 1989. Et si on compare l'état actuel de l'Europe à ce qu'elle était dans les années 60, eh bien on constate qu'en fait son poids dans le monde s'est réduit. Et pourtant, dans les années 60, comme vous le savez, l'Europe était divisée en deux. Mais pourtant, finalement, le poids économique et même, à certains égards, politique de l'Europe occidentale, donc de l'Europe non communiste, était finalement plus important. L'attitude profondément souveraine du général de Gaulle n'y était peut-être pas pour quelque chose. Les curieux parmi vous pourront trouver sur le site d'un petit parti qui s'appelle l'UPR une assez extraordinaire intervention du général de Gaulle il y a donc une bonne 50aine d'années, où il expliquait qu'il ne voulait pas commémorer le débarquement parce que la France précisément n'avait absolument pas été associée à ce débarquement, que les anglo-saxons appelaient d'ailleurs l'invasion, et qu'ils envisageaient d'instaurer un gouvernement militaire, ce qu'on appelait l'AMGOT. Voilà. Et donc le général de Gaulle disait, pour cette raison, moi, je ne commémorerai pas le 6 juin, puisque la France en a été tenue à l'écart. On est loin de cette, on appellerait ça attitude psychorigide, mais enfin tout simplement de cette attitude de dignité nationale qui était celle du général de Gaulle. Et pourtant, entre-temps, nous sommes passés de la communauté économique européenne à la communauté européenne, puis à l'Union européenne, c'est-à-dire que nous n'avons cessé de faire des pas, si ce n'est vers un vrai fédéralisme, car il n'y a pas de vrai fédéralisme, mais en tout cas vers un vrai machin administrativo-technocratique, qui fait qu'il y a, pour employer le jargon, une réelle gouvernance européenne, mais sans gouvernement européen, et sans souveraineté européenne. Donc une sorte de Big Brother européen, ça incontestablement, il y en a un. Or, entre-temps, la France tout particulièrement a décroché dans sa puissance dans le monde, et l'Europe elle-même a décroché. Il est vrai que finalement, historiquement, on constate que l'Europe a surtout été forte quand elle n'était pas unie. Elle n'était pas forte pour autant quand elle était en guerre, mais quand en fait il y avait une sorte de compétition, de concurrence entre les nations. Finalement, l'apogée de l'Europe, c'est quoi? C'est 1870-1914, par exemple, les grandes conférences de Berlin où l'Europe se partageait le monde, se partageait notamment l'Afrique. Ça, c'est l'apogée historique de l'Europe. Or, elle n'était pas du tout unie. Simplement, il y avait une sorte d'équilibre européen pendant quelques décennies. Une nouvelle donne mondiale oblige, selon moi, et c'est sans doute effectivement ma divergence avec Pierre-Yves, à mon avis, à faire bloc, mais à faire bloc sans liquider les nations, aucunement, sans effacer les nations, en considérant que les nations sont les briques principales, non pas uniques, mais principales, de ce que doit être, à mon avis, ce bloc européen qui, me semble-t-il, doit être dans un premier temps tout à fait restreint, de l'ordre de 6 ou 8 pays, parce qu'autrement, on perd le sens de la mesure, on perd le sens des limites et on perd le sens de l'efficacité. Donc on laissera, moi je laisserai pour l'instant toute prospective aux futurologues, c'est pas l'objet. L'objet principal de cette causerie de ce soir et de mon ouvrage, c'est plutôt un travail au contraire de généalogie, sachant que la généalogie évidemment aide à comprendre, non pas l'avenir déterminé, mais les avenirs possibles, puisque l'histoire est
contingence. Ben, elle n'est pas n'importe quelle contingence, elle est un certain nombre de possibles. Tout n'est pas possible, mais un certain nombre de choses sont possibles. Pourquoi l'Europe n'est-elle plus souveraine? Pourquoi nos nations ne sont plus souveraines? Où est passée la souveraineté? C'est la question essentielle. Bon, pour la comprendre, il faudrait remonter, alors ça c'est principalement l'objet de mon livre, à la doctrine du droit naturel à partir du XVIe siècle, dont l'aboutissement c'est l'idéologie des droits de l'homme. Comment ces droits de l'homme ont substitué la liberté des anciens, une liberté civique, une liberté d'engagement, ont substitué à la liberté des anciens la liberté des modernes, c'est-à-dire une liberté libertaire, une liberté individualiste. Ça, c'est tout le travail généalogique de l'effacement du politique. Ce qui me paraît important d'avoir en point d'interrogation, moi je suis assez prudent dans ce domaine, enfin je pense que l'interrogation est légitime, c'est que si la France, sans doute, est en pointe dans cet effacement du politique, c'est peut-être que la France est la nation la plus politique, précisément. J'entends par là que l'Allemagne, la Russie sont en partie des nations ethniques. Les États-Unis d'Amérique, c'est en partie une nation religieuse, c'est-à-dire que le fondement religieux est quand même très fort dans l'identité américaine. Or, le pays qui a une identité, bien entendu, qui a des éléments ethniques, c'est pas non plus, la France, c'est pas non plus n'importe quel peuple, mais au pluriel, mais c'est tout de même quelque chose qui n'est pas constitué sur une base ethnique, qui ne s'est pas constitué sur une base religieuse, et même à certains égards sur le refus de la religion. Enfin, là, de ce point de vue, je dirais que la deuxième naissance de la France, qui a été 89, je ne pense pas que ça soit, c'est pas l'élément initial, mais qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'il y a eu, la France a voulu se donner une sorte de deuxième moment fondateur. Après, selon il y a plusieurs théories, hein, après Clovis, d'autres disent après Hugues Capet, voilà, d'autres disent après Bouvines, alors on est encore plus tard, Hugues Capet, je crois que c'est 987, Bouvines, c'est 1214, bon, bref, il y a 35 générations en tout cas nous séparent, ne serait-ce que du Capet, donc c'est pas énorme, hein. Il faut bien être conscient de se pénétrer de cette continuité. Et donc toujours est-il que la France s'est donnée une deuxième naissance, et donc la France c'est une nation politique, ni religieuse, ni ethnique. Il y a peut-être qu'un pays qui est un peu comparable à la France sous cet angle, je dirais, c'est l'Espagne. Voilà. Il y a d'autres pays qui, eux, ont une évidence géographique. L'Italie, il y a une évidence géographique de l'Italie. La France, c'est beaucoup moins évident. Enfin, d'où tous les grands débats que vous connaissez sur les frontières naturelles, puisque par définition, il n'y a pas de frontières vraiment naturelles. Mais quand on a décidé d'avoir des frontières naturelles, on n'a jamais réussi à les tenir. C'est de 1795, on les a tenues de 1795 à 1814, en gros. Voilà, donc je pense que si la France est à l'avant-garde de l'effacement du politique, c'est que précisément la France était la nation la plus politique. Donc là où est la force est aussi le plus grand péril possible, hein, de même que là où est le péril est aussi la possibilité de la renaissance. Donc l'aspect sur lequel je vais insister ce soir, c'est un des aspects de cet effacement du politique qu'on pourrait appeler le grand effacement. C'est le rôle du libéralisme, le rôle de la pensée marchande contre la condition politique, pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt, de l'homme. Fondamentalement, comment le libéralisme marchand tend à nier la condition politique de l'homme. L'âge du commerce a substitué l'horizontalité des échanges à la verticalité de la chaîne du commandement. Ça, c'est quelque chose d'assez évident, mais souvent les évidences, justement, on ne les voit pas. La communication, qui est une notion fondamentalement horizontale, a remplacé la transmission verticale. Il y a toujours une grille de lecture possible en termes d'horizontalité et de verticalité de la plupart des problèmes. Ça aide généralement à les comprendre d'une manière bidimensionnelle. Depuis la Régence, en fait, depuis le début du XVIIIe siècle, le principal impératif qui s'est imposé, c'est celui de l'intérêt.
encore le calcul, ou la pesée individuelle des joies et des peines, hein, comme on le disait dans la pensée de l'époque. Je vais une citation de La Bruyère. Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l'amour d'eux-mêmes et l'oubli des autres. Ils sont ainsi faits, c'est leur nature, écrit La Bruyère. C'est un constat, hein, c'est un constat de ce que la société est fondée sur l'intérêt et que chacun est le meilleur juge de son intérêt. Donc, à partir de là, si vous voulez, les sociétés anciennes voyaient les choses, voyaient la société de loin, et maintenant, chaque homme voit les choses de près, un petit peu le nez sur le guidon. Parce qu'effectivement, quand on regarde son intérêt, on a le nez sur les choses, on n'a plus la vision éloignée du bien commun, on n'a plus le recul nécessaire au bien commun. Chateaubriand, lui, forge l'expression des intérêts matériels et moraux des membres de la société. Bien entendu, donc ce nouvel impératif de calcul ne fait pas disparaître les passions, le romantisme, les actes gratuits, toute l'épopée napoléonienne notamment, mais il s'impose de plus en plus. Si vous voulez, en d'autres termes, l'héroïsme, par exemple, j'évoquais l'épopée napoléonienne, l'héroïsme dont la guerre est l'une des possibilités d'expression, non pas la seule, mais quand même une des possibilités d'expression privilégiées, bon, Robert Rodecker l'avait rappelé récemment, distingue et sépare. Par définition, tout le monde n'est pas héroïque, c'est impossible. Et pas héroïque tout le temps en plus. Voilà. À l'inverse, le commerce, il réunifie, il réunit, il rassemble, il égalise. Le commerce est la profession des gens égaux, disait Montesquieu. Donc le commerce suppose une sorte d'égalité de départ et une égalité de principe. Ensuite, il produit de l'inégalité, puisque dans le commerce, il y a des gens qui réussissent mieux que d'autres, bien sûr, mais à la base, il y a quand même une sorte d'égalité de principe, une égalité ontologique. De ce point de vue, il est intéressant de voir que le communisme, alors, on peut l'analyser comme la pointe extrême de la marchandisation ou du matérialisme, c'est une façon de voir les choses. Je vois plutôt je m'attacherai plutôt à un autre point de vue qui est finalement une tentative de restaurer à l'horizontalité du commerce et de la communication la verticalité du commandement. Le communisme, c'est quoi? C'est une économie, une politique autoritaire. Donc il y a une volonté de restaurer une logique du commandement. Donc c'est vraiment, fondamentalement, c'est peut-être matérialiste, c'est un autre débat qui n'est pas celui de ce soir, mais par contre, c'est fondamentalement, c'est pas une société commerçante, pas du tout. D'où une politique, d'où le fait qu'au cœur du communisme, c'est l'autoritarisme extrême en politique comme en économie. Pour revenir au distinguo, le politique veut des limites, il veut des frontières. Le commerce veut l'abolition des limites, l'expansion sans limite, le turbo-capitalisme actuellement, par exemple. Et il ne veut pas de frontières. Les frontières, ça ralentit les flux, ça fait dévier les courants, c'est pas bon pour le profit, finalement. Ça ne permet pas, les frontières, de multiplier les profits sur tous les continents. Donc c'est pas bon pour la rentabilité. Donc la libre circulation des biens et des hommes, c'est dans la logique du commerce. C'est l'essence du capitalisme. À l'horizon ultime, Montesquieu pouvait écrire « Les effets mobiliers, les billets, les lettres de change, tout cela appartiennent au monde entier, qui sous ce rapport ne constitue qu'un seul État. » Montesquieu disait ça. Finalement, il faut voir le monde entier comme un seul État. Et c'est déjà l'idée de l'État mondial, de la gouvernance mondiale vers laquelle nous devrions nous diriger, comme nous expliquent les élites mondialisées. Et toutes les sociétés sont membres de cet État mondial, disait en substance Montesquieu. Le peuple qui possède le plus de ces effets mobiliers de l'univers est le plus riche. Donc le caractère anonyme de cette logique du commerce explique d'ailleurs, par exemple, l'antisémitisme. Parce que qu'est-ce que l'antisémitisme? C'est avant tout la tentation facile de rendre visibles les dominations de classe. C'est-à-dire que c'est une facilité. Les antisémites se disent, bon, la domination de l'argent, elle
elle existe visiblement, mais on ne la comprend pas. Alors on va faire simple, ça sera tellement plus simple si on désigne un groupe ethnique, un groupe religieux d'ailleurs tout simplement, à l'origine de cette domination, avec une traçabilité si je puis dire. Donc c'est vraiment une facilité c'est une sorte d'anticapitalisme des pauvres, des imbéciles, comme disait je ne sais plus qui d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est intéressant de voir ça sous cet angle. Le commerce s'oppose à la guerre, mais en même temps c'est une forme de guerre froide, bien entendu, c'est une forme de guerre sèche, c'est évident. Le commerce peut être une forme de l'affrontement entre les nations. Il l'est d'ailleurs, Christian Arbulot ne cesse de l'expliquer, et d'autres aussi. Sous cet angle, il est quand même important de considérer qu'il y a une sorte de différence de typologie, évidemment pas une différence absolue, mais entre puissances maritimes, une différence de typologie entre puissances maritimes et puissances terrestres. C'est-à-dire que les puissances maritimes gèrent le plus souvent leur rapport de force par la maîtrise du commerce, par la guerre commerciale et la guerre économique, tandis que les puissances terrestres ont tendance à chercher, quand il leur paraît nécessaire qu'il y ait une politique d'affirmation de puissance, une politique de rupture, ils ont tendance à la chercher, au final, dans la guerre, dans la conquête, dans la victoire militaire, et donc dans la conquête de territoire, etc. Alors que la paix qui permet la guerre économique convient mieux aux puissances maritimes. Bon, c'est une typologie, bien entendu, qui ne marche pas à tous les coups, mais qui explique quand même un certain nombre de choses. C'est le navigateur britannique du XVIe siècle, Walter Raleigh, qui disait « Qui tient la mer, tient le commerce du monde. Qui tient le commerce, tient la richesse. Et qui tient la richesse du monde, tient le monde lui-même. » C'est quand même assez vrai quand on regarde ce qu'a été la puissance au XVIe siècle des Pays-Bas, de la Hollande, puis surtout de l'Angleterre, puis des États-Unis. Et actuellement, avec évidemment le jeu de puissance entre les États-Unis et la Chine, etc. Donc de ce point de vue, la pensée libérale est du côté du commerce et en quelque sorte du côté des puissances maritimes. C'est pas par hasard si dans la pensée des Lumières, qui est un des moments forts de la pensée libérale, la pensée des Lumières, c'est surtout une pensée britannique et surtout une pensée écossaise d'ailleurs. La pensée libérale privilégie donc la morale et l'économie par rapport aux politiques et à l'État. Dans la pensée libérale, le concept politique, là c'est une citation, le concept politique de lutte se mue en concurrence du côté de l'économie et en débat du côté de l'esprit. La claire distinction de ces deux états différents que sont la guerre et la paix est remplacée par la dynamique d'une concurrence perpétuelle et de débats sans fin. L'État devient société, et la société, vue sous l'angle de l'éthique et de l'esprit, sera une image de l'humanité, inspirée d'une idéologie humanitaire. C'est une citation de Carl Schmitt. La souveraineté et la puissance publique deviendront propagande, et la suggestion de foule dans le champ d'attraction de l'esprit, elles se mueront en contrôle dans celui de l'économie. Bon, la traduction n'est pas d'ailleurs excellente, mais bon, en d'autres termes, ce qu'explique Carl Schmitt, c'est que la guerre passe aussi par la guerre idéologique, par la guerre des mentalités, par la maîtrise des opinions, et que la maîtrise des opinions est un des éléments de l'affrontement de puissance. Voilà ce qu'explique Carl Schmitt et d'autres. Donc l'essentiel est dit, domination du commerce d'une part, ça va avec la tentative d'avoir le monopole de la morale, non pas le monopole du cœur dont on parlait Giscard d'Estaing, mais le monopole de la morale, c'est quand même un grand atout de pouvoir dire, ou d'oser dire, ou d'être capable de dire en étant suivi par les médias que l'on contrôle, je suis du côté de la morale. Donc ça c'est un enjeu quand même, la morale. Et l'émotion, bien entendu, au service de la morale, instrumentalisée, et d'autre part la froideur et le sens de la décision, qui sont incarnés par le politique, par l'État, mais qui évidemment ne sont pas très populaires, puisque là on est précisément dans une certaine sécheresse, je dirais, de style gaullien, par exemple. Le libre commerce et l'idéologie des droits de l'homme donc fonctionnent très souvent ensemble pour permettre de nouvelles dominations, essentiellement au profit des puissances maritimes anglo-saxonnes. L'allemand Rathenau avait dit dans les années 1920 « L'économie c'est le destin ».
En fait, c'est une phrase ambiguë. La vérité, c'est que le politique est toujours notre destin, mais l'instrument du politique, c'est de plus en plus l'économie. Voilà, c'est bien cela qu'il faut comprendre. L'économie est politique, comme son nom l'indique. Il faut bien voir aussi que toute la différence entre la pensée libérale et la pensée réaliste, ou pour appeler la pensée réalitaire, qu'importe, c'est que la bataille économique n'est pas gagnant-gagnant. Ça, c'est ce que veulent nous faire croire les libéraux. Plus il y a d'ouverture, plus il y a de croissance pour tous, et tout le monde y gagne. Ça peut marcher conjoncturellement sur une période de 3 ans, dans un contexte bien particulier, mais globalement, c'est absolument pas exact. L'économie, c'est pas du gagnant-gagnant, c'est comme une guerre. Il y a des gens qui renforcent le rapport de force ou qui perdent leur position dominante, etc. C'est un réagencement perpétuel. D'ailleurs, Montesquieu l'expliquait, puisqu'en gros, il expliquait que le commerce était bon. Mais attention, le commerce est bon pour les nations douées pour le commerce. C'est un peu comme la guerre. La guerre, c'est bon parce qu'ils faisaient plus de chars que les autres. En gros, c'est... Voilà. Donc Montesquieu était quand même très réaliste, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs d'être un partisan du développement du commerce, mais c'est un excellent analyste. Ce ne sont point les nations qui n'ont besoin de rien, qui perdent à faire le commerce, ce sont celles qui ont besoin de tout. Ça, c'était assez bien vu. Montesquieu établissait aussi... Alors là, on peut être bien perplexe, mais c'est une idée qu'il partageait avec beaucoup de gens de son temps, un lien de cause à effet entre le développement du commerce et l'adoucissement des mœurs. Sauf qu'adoucissement des mœurs, on va le voir, c'est une notion ambivalente. Qu'est-ce qu'on entend par adoucissement des mœurs? Est-ce que c'est totalement positif? Le commerce guérit des préjugés destructeurs, et c'est presque une règle générale que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce, et partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Qu'on ne s'étonne donc point si nos mœurs sont moins féroces qu'elles ne l'étaient autrefois, etc., etc. On les a comparées entre elles, et il en a résulté de grands biens, nous dit Montesquieu, l'esprit des lois, etc. Il poursuivait, on peut dire que les lois du commerce perfectionnent les mœurs pour la même raison que ces mêmes lois perdent les mœurs. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voyait quand même la subtilité de Montesquieu. Le commerce adoucit les mœurs des gens qui ont de très mauvaises mœurs, en d'autres termes, voilà ce que disait Montesquieu, mais par contre, il corrompt les mœurs de ceux qui ont des mœurs très pures. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour les gens qui ont déjà un très haut niveau de vertu, un très haut niveau de moralité, une mentalité spartiate, pour dire les choses de manière un peu sommaire, mais qu'on comprendrait. Là, le commerce, c'est pas bon du tout. Ça va les abattardir, en quelque sorte. Ça va les amollir, non pas les adoucir, mais les amollir. Évidemment, si, à l'inverse, les gens sont un peu bruts de décoffrage, si je puis dire, bon, ça va un peu les polir, vous voyez. Mais, bon, ça va peut-être les rendre plus fourbes, hein, ou demeurant. Rousseau, d'ailleurs, ne contestait pas forcément, je dirais, l'interprétation, en quelque sorte, anthropologique de Montesquieu, mais il en tirait précisément, à la limite parce qu'il était d'accord avec le diagnostic, une conclusion inverse. Ok pour le diagnostic, ordonnance inverse. La douceur est une faiblesse de l'âme, expliquait-il. Et pour lui, il y a effectivement un lien entre commerce et mœurs. En d'autres termes, plus il y a de commerce, plus les mœurs deviennent épouvantables, anticiviques, individualiste, mu par l'intérêt. Voilà ce que disait Rousseau. Même diagnostic que Montesquieu. Mais condamnation du développement du commerce. Quand j'ai dit que nos mœurs s'étaient corrompues, explique Rousseau, je n'ai pas prétendu dire que celles de nos aïeux fussent bonnes, mais je dis simplement, dit Rousseau, que les nôtres sont pires. C'est quand même assez clair. En d'autres termes, ce que pressent Rousseau, c'est finalement, par anticipation, une critique de l'homogénéisation du monde. Ça, c'est quand même assez intéressant. Je le recite, hein, les croisades, le commerce, la découverte des Indes, la navigation, les voyages au long cours et d'autres causes encore que je ne veux pas dire. Le style de Rousseau est un peu lourd, hein, d'ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se mettre un peu dans l'esprit de l'époque, avec l'espèce d'honnêteté intellectuelle foncière des gens du XVIIIe siècle. Tout cela a entretenu et augmenté le désordre, dit Rousseau. Tout ce qui facilite la communication entre les diverses nations
portent aux unes non les vertus des autres, mais leurs crimes, et altèrent chez toutes les mœurs qui sont propices à leur climat et à la constitution de leur gouvernement. Donc en fait, ce qu'explique Rousseau, c'est que plus on se connaît, plus il y a du commerce et plus on se connaît, ce qui va un peu ensemble, parce que pour commercer, il faut pas se connaître, et bien finalement, plus on échange nos vices. C'est vraiment une vision peut-être un peu excessive, hein, mais enfin, c'est celle de Rousseau. On voit qu'on n'est pas dans l'apologie du libre-échange, hein, très clairement, ni des hommes, ni des marchandises, on n'est pas non plus dans l'apologie du commerce, et si je puis dire, de ce qu'on a appelé après le développement économique, la croissance économique, etc. Cette critique finalement de Rousseau, elle est intéressante parce qu'elle anticipe sur le thème finalement de la fin des cultures diversifiées. Je crois que ça c'est quand même quelque chose d'assez bien vu par Rousseau. Une critique de la société de consommation de masse, de la société du globish, etc. Il n'est effectivement pas contestable que le commerce emmène chacun à rechercher son profit à court terme, et la réponse de Rousseau consiste au contraire à valoriser les ressources et les styles de chaque communauté politique, qui doit garder donc son style, sa fidélité à ce qu'on pourrait appeler son climat mental. Dans son projet de constitution pour la Corse, vous savez que Rousseau a créé un projet de constitution pour la Corse et aussi un autre pour la Pologne, Rousseau explique: la première règle que nous ayons à suivre, c'est le caractère national. Tout peuple a ou doit avoir un caractère national. S'il en manquait, il faudrait commencer par le lui donner. Ah bah ça, effectivement, il nous manque un nouveau Rousseau, parce que précisément on a perdu ce caractère national, sans bien entendu, nous le voyons, gagner plus de caractère européen. Donc chacune de ces tendances, celle de Rousseau et de Montesquieu, on l'a vu à ces possibles excès portés à l'extrême, les deux peuvent être effectivement caricaturales et s'éloigner de l'observation de la réalité. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir que même Montesquieu est quand même parfaitement lucide, hein, puisqu'il précise que le commerce peut corrompre les mœurs des peuples les plus, justement, les plus vertueux. Donc il y a vraiment une lucidité de notre Montesquieu. Nous voyons bien actuellement que l'excès, il n'est pas dans la maintenance des identités, dans le refus du commerce. L'excès actuel, il est très clairement dans l'excès, au contraire, de commerce, et dans l'excès de marchandisation des sociétés humaines, très, très clairement. Jean Baudrillard notait: la mondialisation triomphante fait table rase de toutes les différences et de toutes les valeurs, inaugurant une inculture parfaitement indifférente. Et il ne reste plus, une fois l'universel disparu, une fois l'impasse faite sur l'universel, que la technostructure mondiale, toute puissante face aux singularités, redevenue sauvage et livrée à elle-même. Donc ça, c'est ce que disait Baudrillard, c'est finalement pointer que l'humanité disparaît, que les nations s'effacent et qu'il ne reste plus que la tribalisation du monde. Le tout à l'ego et le tout aux égaux et le tout aux tribus. Or, l'homme est homme et il est citoyen. Il lui faut trouver un équilibre entre ces deux états de fait. L'homme étant un être politique, il faut néanmoins s'interroger sur sa nature profonde. Est-ce qu'il ne faut pas dire que l'homme est homme en tant qu'il est citoyen? C'est la thèse de Rousseau. Nous ne devenons pleinement hommes qu'après avoir été citoyens, dit Rousseau dans le manuscrit de Genève qui prépare une partie du contrat social. Donc en fait, le premier droit de l'homme, c'est le droit d'être citoyen. Et je pense que ça, c'est le bon angle, parce qu'autrement, on s'épuise, si je puis dire, épuisement du politique, à opposer les droits de l'homme et les droits du citoyen. Or, il faut dire, les droits du citoyen priment, parce que le premier des droits de l'homme, c'est d'appartenir à quelque chose, d'être citoyen.
C'est ainsi qu'on dépasse la contradiction apparente entre droit de l'homme et droit du citoyen. Ça veut dire, de manière plus profonde, plus philosophique, au-delà de ce que l'on peut dire sur le plan juridique, que l'homme, pour faire des choses, c'est-à-dire pour faire son travail d'homme, il a besoin de limiter son horizon. Et qui nous dit cela? C'est quelqu'un qui n'était pourtant pas un esprit obtus, c'est Nietzsche. Ceci est une loi universelle, nous dit Nietzsche. Tout ce qui est vivant ne peut devenir sain, fort et fécond que dans les limites d'un horizon déterminé. Si l'organisme est incapable de tracer autour de lui un horizon, s'il est d'autre part trop poussé vers des fins personnelles pour donner à ce qui est étranger un caractère individuel, il s'achemine, stérile ou hâtif, vers un rapide déclin. La confiance en l'avenir dépend de l'existence d'une ligne de démarcation qui sépare ce qui est clair de ce qui est obscur et hors de vue. Je résume, c'est dans la deuxième considération inactuelle. Le texte est un petit peu long et avec des phrases un peu longues. L'essentiel, c'est d'avoir un instinct vigoureux, que l'on se met à sentir les choses, et quand il est nécessaire de voir les choses au point de vue historique, il est nécessaire de les voir à d'autres moments du point de vue non historique. Donc Nietzsche explique que si on veut faire des choses, il faut bien distinguer la part méditative que l'on peut avoir dans notre vie, le point de vue non historique. Il a sa légitimité, il a sa place, mais pas toute la place. Mais au moment de l'action, il faut avoir un regard historique. Et le regard historique, il est fondamentalement limité. Toute création véritable implique une certaine surdité à l'appel d'autres valeurs. Et ça, c'est pas Nietzsche qui le dit, c'est Claude Lévi-Strauss. Surdité à l'appel d'autres valeurs, pouvant aller jusqu'à leur refus, sinon même leur négation. Voilà ce que disait Lévi-Strauss, qui était pourtant ouvert à la diversité du monde, philosophe de formation, devenu ethnologue un petit peu par hasard. Vous savez, Napoléon disait un petit peu la même chose sur un plan militaire, mais les aphorismes militaires, on voit souvent des aphorismes philosophiques et existentiels. Il disait à propos de ses 1797, quand il n'était encore que Bonaparte, et il disait, je crois que c'était une discussion pendant les préliminaires de Léoben, préliminaires à la paix, donc de 1797 avec l'Autriche, vous savez, il y a beaucoup de bons généraux partout dans le monde, mais ils voient trop de choses à la fois. Moi, je ne vois qu'une chose, je vois les masses et la destruction des masses. Bon, mais l'essentiel, c'est ça. Ils voient trop de choses à la fois, donc ils ne savent plus décider. Ils ne se bornent pas à voir l'essentiel et à se concentrer sur l'essentiel. Si vous n'êtes pas un peu autiste dans la vie, vous n'avancez pas. Alors, si vous êtes complètement autiste, c'est mal. Les questions après. Donc, savoir se concentrer, c'est tout simplement savoir oublier un certain temps, ce qui n'est pas l'essentiel. Et ça, c'est la recette pour toute action. C'est la recette pour toute réussite de création d'un groupe économique, d'une stratégie politique, d'une stratégie médiatique, etc. Or, l'échange généralisé que nous connaissons tend à élargir tous les horizons, à supprimer tous les compartiments de la vision et même tous les axes de la vision. Or, tout voir, c'est ne rien voir. Un horizon est toujours dans une seule dimension à la fois. Il n'y a pas d'horizon totalement circulaire, ça n'existe pas. En d'autres termes, dans une société de communication totale, il n'y a plus rien à échanger, il n'y a plus d'horizon à partager, et donc il n'y a plus de communauté humaine autre que la communauté abstraite que l'on appelle l'humanité. Mais l'humanité, c'est pas une médiation, puisque par définition, c'est le stade suprême et le plus abstrait de l'appartenance. Donc les médiations, ce sont précisément des communautés intermédiaires entre nous et l'humanité. Il ne s'agit pas de nier l'existence de l'humanité, il s'agit pas, personne ne nie, enfin personne de sensé, ne nie l'existence de l'universel. Simplement, comment accède-t-on à l'universel? Alors là, il y a deux points de vue, un qui dit par des particularités, par des médiations, on dit parfois par des intermédiations, en fait intermédiation c'est un anglicisme, et puis il y a effectivement les gens qui considèrent qu'on est immédiatement humain, et très accessoirement français. Et ben ça, évidemment, ça c'est actuellement, malheureusement,
Je dis malheureusement parce que je pense que ça ne rend pas les gens heureux et ça ne rend pas les peuples forts, ce qui n'aide pas non plus d'ailleurs à rendre les gens heureux. Et ça malheureusement c'est l'idéologie dominante en Europe et tout particulièrement en France. Là il y a quand même un enjeu absolument fondamental. On considère qu'on est avant tout humain et très accessoirement français ou breton. Et voilà. D'ailleurs et très accessoirement homme et très accessoirement femme aussi, puisque finalement après on choisit, c'est des options. C'est un peu comme les diplômes. Vous voyez, bon. Donc effectivement, ça c'est deux visions de la vie, totalement antagoniques. Et il se trouve aussi qu'elles correspondent à deux visions de la liberté, que j'ai évoquées au début, la liberté des anciens, civiques, et la liberté des modernes, libérales, libertaires, la liberté du tout à l'ego, la liberté du c'est mon choix, l'idéologie c'est mon choisiste. Alors on nous explique beaucoup que notre monde est divers, qu'il faut célébrer les diversités. Alors en fait, interrogeons-nous, notre monde est-il vraiment divers? Je crois qu'il est faussement divers. Le mouvement actuel des choses, c'est-à-dire l'hypermodernité, la modernité poussée à l'extrême, la modernité chauffée au rouge, tend à détruire en fait toutes les communautés d'appartenance particulières. La différence devient l'un des droits de l'homme. Ce n'est plus une différence dans ces cas-là, c'est une extension de l'idéologie des droits de l'homme. La vraie différence, de toute façon, n'a jamais été garantie par un droit et par le sentiment d'un devoir. Les gens qui meurent pour leurs idées, par exemple, ils ne meurent pas par droit, ils meurent par devoir. C'est-à-dire que même les gens qui revendiquent par leurs droits ne le font pas parce qu'ils ont le droit de revendiquer par leurs droits. Ils le font parce qu'ils estiment en avoir le devoir. Donc finalement, le devoir est absolument toujours premier par rapport au droit. Les droits de l'homme ont toujours soulevé des objections de tous ordres. Deux mots de l'objection de l'Église, évidemment, pour l'Église, les droits de l'homme s'opposent aux droits de Dieu, risquent de supplanter les droits de Dieu. Pourtant, l'Église s'est ralliée aux droits de l'homme et elle en revendique même la paternité en fonction du fait que finalement, l'homme étant conçu à l'image de Dieu, eh bien, en quelque sorte, les droits de l'homme sont la continuité des droits de Dieu. En fait, c'est effectivement le christianisme qui a rendu possible la notion de droit de l'homme en Occident. La notion que tout homme a des droits, elle est profondément chrétienne. C'est la fameuse école des droits de Francisco de Vitoria. C'est celle qui se manifeste dans la controverse de Valladolid. Et effectivement, l'idée qu'il y a un universel, l'idée que l'humanité existe, est une idée chrétienne, et c'est une idée positive. Bertrand de Jouvenel, d'ailleurs, le rappelait, la notion que tout homme a des droits sacrés est profondément chrétienne, l'Antiquité grecque ne l'a pas connue. Mais c'est vrai aussi qu'encore une fois, ce n'est compréhensible que par rapport à ce qu'Olivier Rey appelle aussi la question du nombre. Athènes, sous l'Antiquité, c'est 30 000 habitants. Francisco de Vitoria, Bartholomé de Las Casas, etc. C'est quand? C'est au XVIe siècle, c'est au début de la mondialisation, c'est la première mondialisation. Donc déjà, les chiffres explosent. Déjà, l'humanité ne se réduit plus à quelques dizaines de milliers de personnes, mais déjà à des millions, et même quand même à quelques dizaines de millions d'Européens, d'Indiens, et même d'Africains, etc. Donc évidemment, la notion de droit de l'homme va aussi avec la perception de ce que l'humanité est immense, peut-être infinie, et que l'humanité donc est infiniment plurielle. D'autant que la notion de droit de l'homme pour l'Église est toujours encadrée, puisque les droits de l'homme doivent permettre à l'homme d'accéder à la vérité, et non pas de fonder n'importe quelle vérité. Donc là, il y a une différence complète avec la notion moderne, démocratique des droits de l'homme, et même avec la notion actuelle des droits de l'homme qu'on pourrait appeler post-démocratique, puisque nous le verrons, l'idéologie des droits de l'homme actuellement est le premier ennemi de la démocratie,
puisque c'est le premier ennemi des droits du citoyen, et c'est le premier ennemi de la souveraineté du peuple. Les droits de l'homme ont toujours fait l'objet aussi d'une critique politique qui s'appuie sur le réalisme et l'expérience. Ça n'a évidemment pas grand sens au premier degré de dire que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ils naissent dans des conditions différentes, ils grandissent dans des conditions différentes. Ils ne font pas, quand bien même auraient-ils reçu les mêmes choses à leur naissance et pendant leur enfance, ils n'en font pas la même chose. Donc évidemment, la réalité est très différente de la formule. Sur un autre plan, on peut opposer, Joseph de Maistre le faisait, les droits des hommes particuliers, les droits des Français, les droits des Italiens, les droits des Allemands, aux droits de l'homme abstrait. Burke, lui, opposait les droits des Anglais aux droits de l'homme. Ça, c'est une critique intéressante, exacte, je dirais un peu une critique de première approche, une critique un peu entre guillemets, un peu facile. Elle est vraie, mais elle est un peu facile. En vérité, dans cette masse énorme et compliquée des passions et des intérêts humains, les droits de l'homme sont réfractés et réfléchis dans un si grand nombre de directions croisées et différentes qu'il est absurde d'en parler comme s'il en restait quelque ressemblance avec leur simplicité primitive, dit Burke. En fait, la critique conservatrice, elle explique que mettre l'accent sur les droits de l'homme, c'est nier les peuples, et c'est vouloir réduire les sociétés en monades, en corpuscules élémentaires. Un corpuscule élémentaire, c'était l'expression de Burke, justement. Ramener l'homme finalement à l'état de nature, et là on reviendrait, si on avait le temps, à Hobbes, et comment conjurer l'état de nature, ramener l'homme à l'état de nature, et donc à la vulnérabilité. Puisque on pourrait dire que la civilisation, c'est ce que disait Gaston Boutoul, mais il avait emprunté la citation d'ailleurs à quelqu'un d'autre, la civilisation, c'est en fait construire une organisation contre la peur. Contre la peur, et notamment contre la peur de l'abus de la force par les forts. Voilà. Donc qu'est-ce qui caractérise la doctrine des droits de l'homme? C'est d'abord... c'est une tautologie, mais souvent on l'oublie, c'est d'abord le fait que c'est l'homme qui déclare ses propres droits. Donc là déjà, effectivement, la doctrine moderne des droits de l'homme, on voit qu'elle est en décalage, voire en rupture, mais en tout cas en décalage avec la doctrine chrétienne de Francisco de Victoria, de Bartholomé de Las Casas, de quelques autres, à l'époque de la colonisation de l'Amérique latine, qu'on n'appelait pas encore l'Amérique latine, bien entendu, on voit très bien, effectivement, que la conception kantienne, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, elle est déjà en décalage avec la conception chrétienne, puisque c'est l'homme, c'est pas Dieu qui dit que l'homme a des droits, c'est l'homme qui déclare ses propres droits. Kant affirmait les Lumières, ce fameux texte, qu'est-ce que les Lumières? C'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle. Alors, on trouve aussi des traductions qui disent hors de l'état de minorité, dont il est lui-même responsable. On est soi-même responsable de cet état de tutelle dont la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage. Voilà. Et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières, disait Kant. Voilà. La nature de l'homme, c'est ainsi, selon la vision de Kant, de grandir et de devenir libre. La critique conservatrice, évidemment, elle explique que l'homme est héritier de cadres particuliers, spécifiques, ce qui fait qu'il n'y a jamais, en quelque sorte, d'égalité, et que donc, parler de droits de l'homme, qui considère finalement les hommes comme des semblables, ça ne correspond pas à la réalité. Alors, c'est exact, mais comme dit Pierre Manant, c'est un peu inutilement exact. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que la passion de l'égalité, elle a bel et bien changé le monde. L'égalité est peut-être fausse, mais la passion de l'égalité a réellement changé le monde, a vraiment changé le monde. C'est même devenu le moteur de l'histoire. C'est-à-dire l'égalité est une notion politique et sociale autant qu'économique, et elle concerne aussi bien l'en commun
que le juste. Hein, l'égalité, Rosan-Vallon le rappelle, et d'autres aussi, hein, c'est pas seulement une règle de partage équitable, voire égalitaire des richesses, mais c'est aussi l'idée qu'il y a justement un en commun, c'est que nous sommes tous égaux. Alors, il y a une autre critique des droits de l'homme qui n'est pas la critique conservatrice, inégalitaire, voire anti-égalitaire, de Burke, de Maurras et d'autres, de Joseph de Maistre. Il y a une autre critique qui est la critique socialiste, notamment celle de Marx. Alors, les droits, l'approche de Marx, elle est très simple. Pour lui, les droits de l'homme, c'est finalement les droits du bourgeois, les droits de la bourgeoisie. Les droits dits de l'homme, dit Marx dans la question juive, par opposition aux droits du citoyen, ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé, de l'homme séparé de l'homme et de la collectivité. Bon, formule évidemment un peu lourde, hein. Mais en fait de l'homme séparé de lui-même, en quelque sorte. De l'homme séparé de l'homme en tant que l'homme est producteur d'histoire, explique Marx. Vision de Marx est effectivement très proche de celle d'Hannah Arendt. Hein. La condition de l'homme, c'est d'être fondamentalement un producteur de politique, un producteur d'histoire, et l'homme bourgeois, c'est en quelque sorte un homme tronqué, puisqu'il est tronqué de sa dimension de production historique et de production politique. Le problème chez Marx, mais ça c'est un autre sujet, c'est qu'évidemment, quand il parle à un moment donné d'un stade ultime qui serait la société sans classe, précisément, ça serait un arrêt de l'histoire, ça serait un effacement d'histoire, un effacement du politique, et là on serait tenté de lui objecter qu'il fait fausse route, mais autre débat. Selon Marx, les droits de l'homme dans la société bourgeoise consistent à se mouvoir librement tant que l'on n'interfère pas avec la liberté d'autrui. Voilà ce que dit Marx, il a parfaitement raison. C'est effectivement un excellent résumé de la conception bourgeoise des droits de l'homme. Et il précise, à chaque homme, la conception bourgeoise, moi qui rajoute, des droits de l'homme, fait trouver en l'autre homme non la réalisation, mais au contraire la limite de sa liberté. Donc c'est déjà une excellente analyse de monades individualisées qui se cognent les unes contre elles, un peu comme les boules au jukebox, là, au flipper, pardon, voilà. Et donc, effectivement, c'est très bien vu. Et à cela, Marx oppose le droit de coopérer. Alors, il explique, très bonne formule d'ailleurs, que les droits de l'homme, selon la conception bourgeoise, sont des droits soustractifs. C'est toujours des droits des droits de ne pas. Toujours une liberté négative, le droit de ne pas être ennuyé par le voisin, etc. Alors que pour lui, les droits de l'homme, ça doit être en fait des droits de citoyen, il insiste sur cette dimension du citoyen, et donc c'est en fait des droits de participer à, des droits de collaborer avec, des droits de construire ceci ou cela avec, etc. Donc c'est une conception positive que défend Marx, c'est une conception du droit du citoyen, et non pas des droits de l'homme. Donc Marx critique la conception bourgeoise des droits de l'homme, et donc finalement la séparation, c'est carrément la séparation entre l'homme et l'État que critique Marx. La société doit se réaliser dans le politique, explique Marx, et non voir les querelles entre les ayants droit arbitrées par un État soi-disant neutre. Marx ne croit pas à la neutralité de l'État, il croit que l'État est le produit des rapports sociaux. Donc il pense qu'au contraire, l'homme doit s'investir dans la construction politique pleinement. Alors Claude Lefort, l'un des principaux animateurs de Socialisme et Barbarie avec Cornelius Castoriadis, avait lui, contrairement d'ailleurs à Castoriadis, critiqué l'interprétation marxienne des droits bourgeois en expliquant que les droits de l'homme, les droits bourgeois de l'homme, c'était pas si mal, si je puis dire, parce que ça permettait de créer des espaces d'autonomie, etc. Alors effectivement, Marx parle beaucoup d'autonomie, mais il parle de l'autonomie du collectif de travail, de l'autonomie collective, il ne parle pas de l'autonomie individuelle. Donc, Claude Lefort explique que les droits de l'homme, c'était bien parce que c'était les droits de se lier les uns aux autres, et que ça, c'était la conséquence de la déclaration des droits de l'homme, aussi bourgeoise soit-elle, et que c'était donc positif. Mais c'est totalement anhistorique comme analyse. Parce qu'au moment où on a proclamé les droits de l'homme, on a, par les décrets d'Allard et Le Chapelier,
supprimer les corporations, qui étaient précisément des droits de s'associer. Donc quand Claude Lefort nous explique que les droits de l'homme, c'est bien, ça permet de s'associer, tiens, comme par hasard, et c'est pas du tout un hasard, bien entendu, on a supprimé au contraire des structures associatives qui permettaient aux travailleurs, au sens large, y compris artisans, petits commerçants, etc., de se défendre et de négocier éventuellement les transitions technologiques quand il y en avait, etc. Donc là, en l'occurrence, Claude Lefort n'a absolument rien compris à la logique historique des droits de l'homme. Il rêve, le garçon. Il y a pourtant un moment où il voit juste, c'est quand il souligne que tout le monde est à la fois sujet et objet, auteur et bénéficiaire de ses droits. Et là, il voit juste au sens, il voit bien l'aboutissement ultime de la doctrine kantienne des droits de l'homme. C'est finalement l'inflation actuelle des droits. L'État démocratique, dit Lefort d'ailleurs, excède les limites traditionnellement assignées à l'État de droit. Ça, c'est très bien vu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les droits de l'homme, ça tue le droit. On n'est plus dans une société de droit à un moment donné, parce qu'il y a des droits à perpétuité. C'est-à-dire qu'on le voit bien actuellement, il y a le droit de se marier, le droit de changer de genre, le droit de se marier entre tous et toutes, etc. Donc il y a plus vraiment d'état de droit quand il y a une inflation des droits de l'homme tel qu'on le connaît. C'est-à-dire il y a le droit d'être régularisé, ce qui veut dire que finalement ne pas être en situation régulière sur le territoire français n'est plus une infraction, donc il n'y a plus vraiment d'état de droit, puisqu'il y a des droits à être régularisés, si vous voulez. Donc je ne porte pas de jugement sur le principe des régularisations, je dis simplement que le simple fait qu'il y ait des droits, à avoir des droits quand on est théoriquement sans droit, c'est une aberration complète. On est en situation irrégulière en France, mais on a quand même le droit à l'aide médicale d'État, on a le droit à la scolarisation, on a même d'ailleurs le devoir de scolarisation. Donc on a en fait une inflation des droits qui supprime finalement toute lisibilité du droit. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un état de droit. C'est tout à fait... d'ailleurs, la conséquence, c'est que finalement, le droit a de moins en moins d'importance, et qu'est-ce qui a de plus en plus d'importance ? La jurisprudence. C'est extrêmement caractéristique. C'est-à-dire que finalement, c'est l'interprétation des juges, le gouvernement des juges, qui remplace le droit. Donc on est vraiment là-dessus dans une désobjectivation du droit, qui n'est plus quelque chose où on peut se référer, c'est clair et net, il y a un texte. Non, on est finalement, tout est interprétable, finalement, tout est négociable. On peut aussi plaider coupable, ça peut être plus intéressant de plaider coupable, même si on est innocent, que de plaider innocent. Donc on est vraiment, tout est marchandisable finalement, tout est marchandisé. En d'autres termes, le processus démocratique, finalement, consiste maintenant, finalement Claude Lefort l'a bien vu, il s'en réjouissait. Pour ma part, je ne suis pas sur ce... Je lui laisse sa réjouissance, qui n'est pas la mienne. Le processus démocratique consiste en fait en la production sans fin de nouveaux droits de l'homme. L'envers de cela, c'est l'hémorragie des droits du citoyen. Il faut bien le comprendre. Là, c'est pas gagnant-gagnant, très clairement. La logique des droits de l'homme, c'est en effet une logique séparatrice. Ce qui est pris par l'homme, c'est enlevé à la communauté politique, c'est enlevé au corps politique. Ce qui fait que finalement, on en arrive à ce que craignait Tocqueville, c'est-à-dire la disparition des vertus civiques. Alors il en appelait, pour conjurer cela, un art de la démocratie, mais malheureusement on ne cultive pas cet art, puisqu'au contraire on est dans l'accélération de cette profusion de droits, et donc, très bien, et donc effectivement on en arrive à ce que les choses se défont, au sens fort qu'utilisait Albert Camus, quand il disait « Ne laissons pas le monde se défaire ». Nous en sommes malheureusement là. Encore 10 petites minutes à peu près. L'individualisme est donc le corollaire de l'égalisation démocratique. Si chacun en vaut un autre, et si chacun n'a plus qu'à se définir par rapport à l'autre, et bien finalement, la concurrence de tous contre tous est la logique même de la société. Donc l'individualisme tarit toutes les vertus publiques et civiques. À la longue, l'individualisme détruit toutes les autres vertus et va s'abîmer dans l'égoïsme. Et là, je ne fais que citer Tocqueville.
dans l'époque démocratique, la notion du semblable est omniprésente, et c'est pour cela même que chacun cherche à affirmer sa différence, et de plus en plus d'ailleurs des petites différences anecdotiques, c'est-à-dire que finalement on est vraiment dans le règne des petites différences, c'est-à-dire que c'est presque des différences basées sur des styles de consommation, mais il n'y a plus de grandes différences existentielles, hein. C'est vraiment des différences de plus en plus mineures qui sont montées en exergue. Pourquoi ? Parce que ça fait aussi des tribus et des niches de consommation. Alors, les sociétés aristocratiques, elles impliquaient finalement un oubli de soi, une sorte d'impersonnalité active, un dévouement finalement à un idéal type. Les sociétés démocratiques, c'est le contraire. Elles sont basées sur l'obsession de soi, l'obsession de sa petite différence, le tout à l'ego. Et il y a vraiment deux différences de style entre sociétés aristocratiques et sociétés démocratiques, et qui ne concernent pas que les minorités aristocratiques dans les sociétés aristocratiques, mais qui concernent finalement tout l'imaginaire social, hein, tout l'imaginaire social, tout le surmoi, comme aurait dit Freud. La démocratie ramène chacun, disait encore Tocqueville, vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Très très belle expression, très beau style, très fluide, très élégant de Tocqueville. Voilà. Il y a donc une déliaison qui est le produit du libéralisme, de la révolution industrielle et du processus démocratique. L'individualisme, cette déliaison, elle a eu un remède temporaire. Ça a été le nationalisme du 19e siècle et d'une bonne partie du 20e jusqu'en 1950 en gros. Individualisme et nationalisme s'entre-appartiennent. Pierre Manant explique ça. Ils ont en quelque sorte la même genèse, hein, c'est-à-dire que le nationalisme est basé sur l'élargissement du moi au niveau de la nation, et en même temps il conjure l'individualisme. Mais parfois aussi, bien sûr, de manière exacerbée, on l'a vu, ça a amené malheureusement à la guerre de 1914. La logique de la démocratie, de toute façon, c'est fondamentalement la logique de l'individualisme. Alors, ça a été en France contrecarré pendant des décennies par le Code civil, basé sur une conception hiérarchique, évidemment, qui était le Code Napoléon, lui-même issu d'une société de type aristocratique, la société corse. Et donc, effectivement, c'était pas les principes de l'ultra-individualisme qui prédominaient. Maintenant, toute l'adhésion à la société se fait on n'est plus à l'époque du Code civil, hein, se fait sur la base d'une adhésion, d'un contrat, d'un choix personnel. Le problème de la démocratie contemporaine, en fait, consiste maintenant dans le fait qu'il n'y a plus de conventions incarnées dans des visions du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de points de repère clairs et stables. C'est pourquoi finalement nos hommes politiques ne proposent plus que des objectifs à très court terme, inverser la courbe du chômage dans 3 mois ou dans 1 an, etc. Donc il n'y a absolument plus de vision structurante à court terme. À cela s'ajoute aussi certainement le fait que malgré tout nos démocraties, et notamment en France, sont basées sur la séparation entre le gouverné et le gouvernant, sont basées sur donc le principe de représentation, qui évidemment n'est pas totalement évitable dans une nation de plusieurs dizaines de millions d'habitants, mais qui a été poussée à l'extrême en France. Or, tout cela a été un petit peu occulté par la religion de la patrie, que nous avons connue en gros de 1789 aux années 60, au général de Gaulle. Il y avait une sorte de religion de la patrie. C'est-à-dire qu'évidemment, il y avait une coupure gouverné-gouvernant. Mais tout cela ne se voyait pas, parce que finalement, tous les gouvernants, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur qualité ou leurs éventuelles médiocrités, étaient porteurs en quelque sorte de cette religion de la nation. À partir du moment où il n'y a plus de religion de la nation, le roi est nu, on se rend compte que nos représentants, finalement, ne croient plus en rien, qu'ils ne sont plus capables que de nous faire des promesses purement matérielles, à très court terme, d'inverser la courbe de la délinquance, du chômage, que sais-je, promesses d'ailleurs qu'ils ne réussissent pas à tenir, et qui de toute façon ne sont pas suffisantes pour, je dirais, donner un horizon à un peuple, parce qu'un peuple a besoin de choses un peu plus à long terme, un peu plus structurantes et un peu moins strictement matérielles, même si
bien entendu, il y a aussi besoin de réussite matérielle. Là, nous n'avons ni la réussite matérielle, ni le rêve, ni la vision, ni la tenue, si je puis dire, ni le sang et les larmes dont parlait Churchill. Nous en sommes donc là, nous avons des consentements de l'instant dans nos démocraties. Nous avons à la fois une versatilité du peuple auquel correspond une totale non-fiabilité des élites. Or, ce sont les élites qui devraient montrer l'exemple. Le poisson pourrit par la tête, et effectivement, il ne faut pas s'étonner d'une certaine versatilité électorale du peuple quand nos élites sont elles-mêmes totalement incapables d'avoir un minimum de rigueur et de fiabilité, puisque, par exemple, les rares fois où elles demandent l'avis du peuple sur telle question, elles ne tiennent pas compte de son avis. Donc on est quand même dans quelque chose qui est une mascarade assez épouvantable. Donc, voilà l'état de notre démocratie. En plus, à force de vouloir refuser tous les héritages, eh bien, effectivement, on décourage toutes les capacités d'engagement, puisqu'on est dans le court-termisme, dans le présentisme, et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de moins en moins d'engagement civique, puisqu'on nous explique, nos élites nous expliquent que, finalement, il ne faut voir que le court terme, la version prochaine de telle courbe économique, etc. Donc effectivement, ce n'est pas de nature à provoquer des engagements civiques. Carl Schmitt expliquait d'ailleurs que finalement tout ça est très logique, puisque il ne pouvait pas y avoir une politique du libéralisme, une politique libérale. Il n'y avait finalement qu'une critique libérale du politique. Donc, de ce point de vue, la liberté est difficile, puisque la liberté suppose le choix. Or, tout est fait pour nous indiquer que nous pouvons avoir tout et tout. À la fois le maximum d'égalité, le maximum de liberté, le maximum d'ouverture économique, démographique, à d'autres peuples, et le maximum de sécurité. Or, c'est évidemment impossible. On ne peut pas avoir la suppression des frontières et le contrôle des réseaux mafieux. C'est absolument impossible. Si on supprime les frontières, effectivement, il ne faut absolument pas s'étonner du développement de trafic en tout genre. Donc, effectivement, nous en sommes là. C'est-à-dire, la France est devenue un hôtel, comme le disent Jacques Attali, Michel Houellebecq, c'est un constat. Et d'ailleurs, Jacques Attali disait que presque tous les pays du monde sont devenus des hôtels, sauf par exemple le Japon. Comme quoi, il y a quand même d'autres voies possibles, hein, d'ailleurs. Où la France devient aussi un parc multiculturel, comme disait Alain Finkielkraut. En fait, nous sommes confrontés à la question du sens. C'est-à-dire que les droits, oui, mais quel sens ont les droits? Pour savoir quel sens ont les droits, il faut se poser la question de si c'est l'homme qui pose les droits. Qui suis-je? Quel homme suis-je pour les poser? D'où je parle? Eh bien, à partir de là, on ne peut plus dire maintenant je parle de la République chrétienne du Moyen-Âge, puisque ce n'est plus la référence. Donc, quelle est la légitimité? Eh bien, il n'y a pas de bien de l'humanité universelle partageable, parce que les religions sont différentes, les imaginaires sont différents. Il y a certes quelques intérêts communs, que l'eau ne manque pas globalement sur la Terre, qu'on ait globalement sur la Terre une gestion de l'eau, une gestion de la pollution à peu près rationnelle et si possible pas dévastatrice pour la planète. Oui, c'est un intérêt commun. Mais c'est pas un idéal. Il ne faut pas confondre intérêt et idéal. Personne ne va mourir pour la gestion de l'eau. C'est deux choses différentes. Donc, fondamentalement, il nous faut trouver un idéal, des idéaux rassembleurs qui sont à notre échelle, donc qui sont à l'échelle d'une communauté politique, qui sont une vision partageable dans un espace qui ne sera pas l'humanité, qui sera un espace médié, qui sera, par exemple, l'Europe carolingienne, par exemple. Actuellement, il ne nous reste en fait comme référence que l'économie et le droit, ou si on préfère, le marché et le droit. Bon, le droit lui-même est en train de se disperser, de se diffracter par les droits de l'homme. Il a implosé, il devient des grumeaux, c'est les droits de l'homme.
il nous reste le marché comme structure dominante. Qu'est-ce qui est sacrifié? Le troisième pôle du triptyque que je n'ai pas cité, économie, droit. Troisième pôle, c'est le politique. Voilà le pôle sacrifié. Or, c'est le pôle proprement humain. Dans les sociétés aristocratiques, on ne se sentait semblable qu'avec ses semblables. Dans les sociétés démocratiques, on est semblable avec tout le monde. D'où le risque de la lutte de tous contre tous. L'hypothèse optimiste est celle d'Auguste Comte, comme nous sommes tous semblables, ça va amener à une religion de l'humanité. Malheureusement, c'est absolument pas ce qui se passe. Actuellement, l'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but, non, ça ne marche pas. D'autant que la vision de Comte n'avait de sens que si nous étions tous unis, parce que Comte, qui n'était pas un homme sans intérêt, avait compris qu'il faut quand même un moteur, si nous sommes tous semblables, et si on évite, alors si nous sommes tous semblables, il y a deux solutions, il y a la lutte de tous contre tous, ou il y a l'amour de tous envers tous. Enfin, l'amour tous envers tous, bon, est-ce que ça va suffire à structurer une société? Comte disait non, parce qu'en fait, cet amour, il faut qu'il soit aimanté par quelque chose. Par quoi? Eh bien, par le progrès. Voilà l'élément du triptyque qu'on tient. Amour, ordre, comment ça tient? Parce qu'il y a le progrès qui tire tout ça. Sauf que le progrès, on a vu que si ça consiste à dévaster le monde, c'est pas un progrès, c'est une régression anthropologique. Eh bien, Nietzsche avait parfaitement vu ça, puisqu'il disait que l'homme, finalement, s'il ne visait rien d'autre que lui-même et son propre bonheur, alors on peut appeler ça progrès d'ailleurs, puisque dans la notion du progrès de Comte, il y a aussi l'autoprogression de l'homme, eh bien à ce moment-là, la terre deviendra exiguë, on y verra sautiller le dernier homme qui rapetisse toute chose. L'homme est ainsi passé du chant à l'ironie, de la danse au sautillement. Voilà, j'en aurai fini dans 3 minutes. Nous sommes maintenant donc à cette époque que Jean Baudrillard appelait la réalité intégrale. Ça voulait dire quoi, la réalité intégrale? Ça voulait dire en fait que tout est devenu immédiat. Ça voulait dire la réalité immédiate. Tout est déjà là, tout est déjà à disposition. Quel genre voulez-vous? Quel type de cursus civilisationnel voulez-vous? Tout est cochable. Alors évidemment, il n'y a plus de commune mesure entre le monde d'aujourd'hui, ce monde du dernier homme, et le monde d'avant. On n'est pas dans un choc des civilisations, on est dans un affrontement presque anthropologique, disait Jean Baudrillard, là je le cite, entre une culture universelle indifférenciée et, d'un autre côté, tous ceux qui, dans quelque domaine que ce soit, disait Baudrillard, gardent quelque chose d'une altérité irréductible pour la puissance mondiale, tout aussi intégriste que les puissances religieuses auparavant. En fait, toutes les formes différentes et singulières qui subsistent dans le monde sont finalement des hérésies qui doivent être rabotées. La mission de l'Occident, c'est l'Occident planétarisé, l'Occident qui a cessé d'être Occident, parce que maintenant il a fait le tour du monde, il a recouvert tout le monde, c'est de soumettre en fait par tous les moyens les multiples cultures à la loi féroce de l'équivalence. Et cette loi de l'équivalence évidemment passe par la loi de la marchandisation de tout. Une culture qui a perdu ses valeurs ne peut que se venger sur celle des autres. La religion de l'amour, c'est la seule qui subsiste, mais évidemment elle conduit à une vie aseptisée. La maladie, la méfiance leur paraîtront autant de péchés, dit Nietzsche. On n'a qu'à prendre garde où l'on marche, insensé qui trébuche encore sur des pierres ou sur les hommes. Un peu de poison de temps à autre, cela donne des rêves agréables. Beaucoup de poison pour finir, afin d'avoir une mort agréable. Et ça, c'est la mort de notre Europe. On travaillera encore, car le travail distrait, dit Nietzsche. Mais on aura soin à ce que cette distraction ne devienne jamais fatigante. Et en quelque sorte, alors quand Nietzsche dit « jadis, tout le monde était fou », ça veut dire en fait, jadis, tout le monde avait de grands préjugés, pour reprendre l'expression de Sioran dans L'inconvénient d'être né. Ça veut dire finalement, tout le monde avait une vision en quelque sorte un peu limitée qui lui permettait de construire des choses.
Et finalement, maintenant, nous sommes tous devenus, entre guillemets, raisonnables, mais au pire sens du terme, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous devenus nihilistes. Nous sommes tous devenus dans dans le paysage lunaire de l'équivalence généralisée. Nous sommes tous noyés dans l'aquabon, puisque tout est possible. Ça légitime l'aquabon, tout est possible. Donc, à quoi bon essayer telle chose? Ce qui fait que la distinction entre le nous et les autres disparaît en même temps, puisqu'il y a équivalence généralisée, donc il n'y a plus la distinction entre le nous et les autres. C'est pour ça qu'on entend parfois des formules qui, au plan linguistique, sont de pure contradiction. Par exemple, on entend dire qu'il faut que les étrangers accèdent à des droits citoyens. C'est impossible. S'ils sont étrangers, par définition, ils ont des droits. D'étrangers, bien entendu. Ils ont des droits et des devoirs. Ils ont à la limite moins de droits et moins de devoirs. C'est-à-dire que s'il y a une guerre, ils sont censés ne pas être mobilisés, par exemple. Mais ils ne peuvent pas accéder à des droits citoyens puisqu'ils sont étrangers. Donc on est dans le non-sens complet, légitimé par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, il y a belle lurette qu'ils n'en sont plus à un minimum d'analyse juridique sérieuse de leur propre production langagière. Donc les traces de l'histoire ne sont plus un héritage, elles sont devenues du tourisme. C'est ce que notait Nietzsche, c'est ce qu'ont relevé des gens comme Jean-Claude Michéa, Philippe Muret, Finkielkraut, Latouche, Serge Latouche, etc. Le dernier homme croit à sa supériorité, parce que l'homme actuel, l'homme contemporain, croit que tout ce qui est contemporain est plus intéressant, plus intelligent que tout ce qui a précédé. Et donc il regarde avec condescendance le passé, avec des formules toutes faites comme nous ne sommes plus au Moyen-Âge. On serait tenté de dire on n'était quand même pas encore au XXe siècle pour faire des horreurs pareilles, comme celles qu'on faisait parfois au Moyen-Âge, mais avec beaucoup plus de timidité que ce qu'on a fait au XXe et au XXIe siècle. Donc c'est d'ailleurs pour cela que l'homme actuel manifeste aussi beaucoup de condescendance vis-à-vis des gens qui sont dans notre monde actuellement, mais qui sont entre guillemets en retard, qui évoquent les temps passés, c'est-à-dire les gens ce qu'on appelle les PMA, les pays moins avancés. Ils sont moins avancés, les pauvres. Espérons que quand même on va les tirer un peu vers nous, quand même. Ils ont droit au progrès aussi, ils ont droit au développement durable, ils ont droit à dévaster la terre aussi, quand même. On n'en a pas le monopole. L'Occident, c'est pour tout le monde. C'est comme le mariage pour tous, c'est l'Occident pour tous. Ils ont droit à l'Occident. Ils ont droit aussi à la destruction des cellules communautaires traditionnelles. Ils ont droit à l'individualisme absolu. Ils ont droit au tout à l'ego. C'est leur horizon à eux aussi. C'est pourquoi les intellectuels de la pensée dominante non seulement pensent que tout le monde peut devenir français, mais que tout le monde doit souhaiter le devenir, car c'est une promotion dans l'ordre de l'humain, car devenir citoyen du pays des droits de l'homme, c'est devenir citoyen Alors, vous savez, Marcel Gauchet a parlé du christianisme comme la religion de la sortie de la religion. Mais nous, la France, nous sommes devenus la patrie de la sortie de toutes les patries. C'est-à-dire, devenir français, c'est sortir de toutes les patries, c'est accéder à une sorte d'essence supérieure de l'humain. Et donc, finalement, nous sommes dans la patrie de la sortie de toutes les patries, le comble de l'hypermodernité, l'archimodernité, et donc le comble de l'humanité. Et en fait, à vrai dire, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en France au stade suprême du dessaisissement de soi, au stade suprême de l'effacement de soi, au stade suprême de l'antipolitique, au stade suprême du présentisme intégral, et qu'il va bien falloir laisser sautiller dans son coin le dernier homme pour retrouver le sens réel de ce qu'est 4 hommes en France et en Europe. Merci. Question. Bon. Ça a été si long que ça? Il fait si chaud que ça? Il fait si chaud que ça? Quelqu'un peut passer au fond de la salle pour voir si ceux qui ne bougent plus bougeront à nouveau ou pas? Non, parce que ça engage, je suis patron d'association, ça engage ma responsabilité. Hein. Si vous arrive quelque chose ici, c'est pour ma pomme. Hein.
Donc s'il vous plaît, ceux qui se sentent mal, descendez, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je partage grandement votre constat historique. Je trouve qu'effectivement, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Je pense qu'on est, comme vous dites, à un pic, enfin à un moment, peut-être à un moment charnière, on va dire. On voit bien que tout ça n'apporte ni le bonheur, ni la liberté, ni le droit, ni le sens aux gens. Et comme vous le disiez, on est un pays très très politique. La France, on a toujours été un pays très politique. Alors, vous nous avez parlé du passé, très très bien. Comment voyez-vous un peu l'avenir par rapport à ça? Parce que moi, je pense que ça ne peut pas continuer très longtemps. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait se passer dans les années qui viennent? Parce que je crois vraiment qu'il y a un hiatus, quoi. Le roi est nu. Si tu veux pas faire de futurologie, Oui. Je pense que malgré le discours dominant de beaucoup de médias, il y a quand même la pensée des limites, que j'appellerais finalement la pensée des limites, va revenir inévitablement. D'une part, elle est quand même portée par un certain nombre d'intellectuels qui ne sont pas négligeables, qui ne contrôlent pas forcément Libération ou autre, mais enfin bon, qui lit encore Libération, peu de gens. Et je pense que finalement le bon sens va sans doute revenir. Espérons qu'il ne reviendra pas avec des excès, parce que nous avons été tellement loin dans l'excès d'équivalence généralisée que c'est totalement effrayant. Y aura-t-il des événements historiques? Y aura-t-il aussi un personnage politique qui saura être en quelque sorte le bonhomme ou la bonne femme au bon endroit, au bon moment? Je ne sais. Je trouve qu'en ce moment, il y a quand même des choses intéressantes qui se disent et qui font que même la gauche se pose des questions. Je parle de la gauche dans ses profondeurs populaires, qui sont d'ailleurs, on va dire, un peu limitées. Mais enfin, je ne parle pas de quelques intellectuels qui depuis 40 ans ont le même moulin dans la tête et ne se le remettent pas en cause. Mais je pense que l'évidence de l'impasse du libre-échange généralisé des hommes et des marchandises se fait jour. Pierre-Yves, tu voulais intervenir ?